Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel épisode de Dans nos baskets. Et aujourd'hui, vous le voyez, j'ai une arme un peu spéciale en main puisqu'on va parler d'escrime, direction le Strasbourg Université Club. C'est parti. Pour commencer, j'ai rejoint Timothée Boudil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du SUC Escrime, qui signifie donc Strasbourg Université Club Escrime, Tout à forcément. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la jeunesse de ce club? Comment est-ce qu'il est né et puis surtout, comment est-ce qu'il en est arrivé là où il est aujourd'hui? Ouais, sans souci. Alors, c'est un club qui est d'émanation universitaire, qui était à la base le Strasbourg Étudiant Club. Pour ça qu'il y a université dedans. Exactement. Donc, c'était le club qui était réservé à l'époque, et j'insiste sur le à l'époque, pour les étudiants de l'Université de Strasbourg. Donc, la section escrime a été créée dans les années 60. Elle a connu un développement avec notamment l'arrivée d'un maître d'armes haut en couleur, hyper Maître important. Nicolas. Tout à fait. Ouais. Maître Philippe Nicolas, c'était mon maître d'armes formateur. Et c'est lui qui a permis de donner la dimension du club qu'on connaît actuellement. Sans lui, la première base, la première pierre n'aurait pas été posée. On n'aurait pas pu construire depuis tout ce temps ce parcours et ce club qui aujourd'hui fait partie des clubs références au niveau national et international. Alors juste pour bien comprendre, dans ce club, donc dans l'escrime, il y a plusieurs disciplines: sabre, Exact. épée, fleuret, Oui. c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme type d'escrime? Alors, pour l'escrime dite olympique, celle qu'on voit aux Jeux Olympiques, c'est le sabre qu'on pratique au SUC Escrime. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi maintenant du sabre laser depuis un peu plus de 5 ans. Ok. Et on fait de l'handi-escrime depuis 4 ans maintenant. Et pourquoi avoir choisi de vous spécialiser avant tout sur le sabre? On parlait avant du maître Philippe Nicolas. Oui. C'est lui qui a décidé, pour le coup, de prendre le sabre, l'arme des cavaliers, l'arme la plus explosive, la plus rapide. Et c'était, je vais dire, fidèle à sa personnalité. Et qu'est-ce que ça change concrètement entre le sabre, l'épée et le fleuret? Qu'est-ce qui change entre ces trois armes? Excellente question, mais ça on verra après avec la tenue. La c'est surprise, bien. ça, je verrai après. Le sabre, on va venir toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. J'évoquais avant que c'était l'arme des cavaliers. Oui. Et donc on cherchait à ne pas tuer les chevaux pour les récupérer et en faire des prises de guerre, on va dire. Ouais. Donc on ne touche que au-dessus de la ceinture et on touche avec le tranchant. C'est une arme où on va venir trancher l'adversaire. Alors que le fleuret et l'épée, c'est des armes de pointe. Je vais venir toucher avec la pointe, l'épée, tout le corps, et le fleuret, juste le buste. Okay. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. Ouais. J'ai jamais encore fait d'escrime, donc ça va être intéressant. Et par rapport à l'handi-escrime aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est récent? Comment ça se passe ici au SUC? Alors chez nous, c'est récent. Ça a démarré l'aventure il y a 4 ans. Et l'histoire, c'est un coup de fil. Un jeune, Thibaut Stocklin, qui avait fait les jeux para d'handi-dressage, qui voulait se mettre à l'escrime, au para-escrime. Et il m'a demandé si on pouvait en faire avec lui ici. Et je lui ai dit, écoute Thibaut, on n'y connaît absolument rien. Mais vous avez tenté. Mais on va apprendre ensemble. Donc si tu acceptes de te casser les dents avec nous, on va se casser les dents, on va apprendre, on va avoir des moments tristes, on va avoir des peines, on va avoir des joies. Et on a construit ça. Donc il y a 4 ans, c'était le premier, il est arrivé. Aujourd'hui, on est à 4 et on continue notre développement. Et par rapport au nombre de licenciés que compte le SUC Escrime, comment ça se passe? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez profité, surfé sur la vague des Jeux Olympiques de Paris? Ouais, alors ça, c'est tous les clubs d'escrime Paris 2024, une exposition magnifique, un grand palais sublime, une ambiance de folie. Les Jeux de Paris 2024, pour un club comme le nôtre, avec une athlète en finale, ça a été vraiment une explosion en termes de demandes, de sollicitations et de messages. Mais on a continué à surfer dessus. Aujourd'hui, on est au niveau historique du club. On n'a jamais été aussi haut, c'est 265 licenciés. La saison dernière, après les Jeux de Paris 2024, on était à 224. Ah oui. On fait partie des rares clubs à avoir augmenté entre la saison juste après les Jeux Olympiques et celle d'après, alors qu'habituellement, c'est en moyenne moins 20% de licenciés. Et vous êtes aussi un club qui performe beaucoup. Là, on parlait certes du nombre de licenciés assez largement, mais vous avez des gros noms de l'escrime, du sabre français. Je pense à Charlotte Lombard, Sarah Balzer, Sarah Nouchak, qu'on va d'ailleurs rencontrer tout à l'heure. Comment est-ce que vous expliquez un tel niveau de performance? Parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est depuis 1996, vous avez toujours envoyé des athlètes aux Jeux Olympiques. C'est quand même assez fou. Que ce soit des Français, des étrangers, on a participé depuis les Jeux d'Atlanta en 96 aux Jeux Olympiques jusqu'à 2024. Et on est en train de travailler au moment où on se parle sur 2040. Ah oui, déjà. Ça se prépare maintenant. Il faut prendre maintenant. de l'avance à chaque fois. Il faut pouvoir identifier les profils qu'on peut accompagner, qui vont se mettre dans une structure ou entre guillemets un projet de haut niveau. Et donc du coup, avec Tom, que vous interviewerez très certainement après, la possibilité d'énumérer les profils ensemble qui pourraient viser 2040 pour le coup. Et ça alors, on le voit dès qu'ils sont tout petits, les un peu
que ça peut être potentiellement de futurs champions? Est-ce qu'on le détecte assez rapidement ou c'est plutôt au long cours? Ouais, l'escrime, c'est un sport dit à maturité tardive. En général, c'est plutôt à l'approche de la trentaine qu'on va venir avoir son plein potentiel révélé sur les Jeux Olympiques. L'épreuve reine pour nous. Oui. Ça ne veut pas dire que dès 8 ans, 12 ans, on fait un tri et on dit toi tu vas faire de la compète et toi tu vas faire du loisir. Non, on laisse la possibilité à chacun de suivre ce qu'il a envie de faire. Par contre, pour celles et ceux qui arrivent en moins de 15 ans, moins de 17 ans, là il y a une fibre qui commence à ressortir et c'est même des traits de personnalité. Donc on voit un jeune qui va faire un tour de stade en plus. Bon, ça peut être un signe qu'il a envie d'être dans le dépassement, envie de faire du haut niveau. Et donc celui-ci, s'il nous martèle qu'il a envie de faire de la compétition et que son rêve, c'est les Jeux Olympiques, on l'accompagne. Et ça, on en a, peut-être qu'on la croisera après, mais Mélodie, elle a 9 ans, je crois. Elle est déjà, je veux être la prochaine Sarah Balzer du club. Ah oui, elle le sait déjà, mais en même temps, ça fait rêver. Forcément, quand on peut se reposer sur des modèles comme les Sarah, par exemple, on se dit, ça fait rêver, on a envie de faire comme elle, de réaliser de telles performances, quoi, aussi. C'est là où, en fait, pour un club comme nous, c'est une chance inouïe, une opportunité pour créer des vocations. Le fait que on va avoir des jeunes qui vont croiser et échanger avec Sarah Noucha, c'est leur transmettre aussi ce goût. Se disent, elles sont réelles et elles sont parties comme nous. Elles étaient dans le gymnase, enfin peut-être pas, mais voilà, non, elles étaient dans ce club. Elles étaient dans ce club et en fait elles ont réussi. C'est quand même assez fou de se dire ça. Avec un des deux mêmes entraîneurs qu'ils ont ou elles ont aujourd'hui au club. Donc on crée ce lien. Le but du jeu, c'est pas qu'il y ait une fracture entre le haut niveau et le développement, ou en tout cas les plus jeunes catégories. C'est vraiment qu'on soit qu'un seul et même club dans sa diversité par rapport à l'âge, la volonté de faire de la compétition, du loisir, ou même par les disciplines entre le sabre laser et l'handi-escrime. C'est ça, on verra tout à l'heure avec Sarah Noucha qui donne une séance d'initiation aux plus jeunes. Juste rapidement, pour terminer, on l'a compris, le SUC, c'est un club qui est très connu au niveau national en France, mais il y a aussi tout ce côté où vous proposez des compétitions qui ont lieu ici. Ça doit être aussi une fierté pour vous de pouvoir accueillir des championnats nationaux, par exemple. C'est une habitude qu'on a, alors elle date d'il y a plus de 10 ans maintenant, que je continue depuis 5 ans, depuis ma prise de poste ici. On a l'habitude d'organiser des événements internationaux ou nationaux, ça va dépendre des années, des opportunités. Là, on se situe sur un plateau qui va accueillir du coup 7 épreuves en 2 jours, ce qui est une première au niveau national. Donc ça sera une épreuve nationale pour les moins de 17 ans, la première journée du championnat de France élite avec les athlètes olympiques, et enfin un tournoi élite individuel le dimanche. C'est une habitude qu'on a, c'est l'opportunité de montrer, j'ai envie de dire, aux Strasbourgeois, aux Strasbourgeoises, que l'escrime existe à Strasbourg, qu'il y a du très haut niveau à Strasbourg, et aussi tout simplement de faire rayonner notre ville. Et ils l'entendront pendant tout le week-end, parce que je l'appelle toujours Strasbourg, la plus belle ville au monde. C'est ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Dernière chose, il me semble qu'à un moment on a marché sur une piste un peu spéciale. Ouais, c'était celle-ci où on a marché, je crois. Celle-ci, ouais. Juste là. Donc cette piste, en fait, a fait les Jeux de Rio en 2016. Ah oui, c'est quand même fou. Moi, je vais marcher dessus. Voilà. Donc vous avez fait les Jeux de Rio en marchant dessus. La particularité, c'est que ici à Strasbourg reste, et j'appelle ça une relique, parce que je suis sportif et que c'est mon Armada, une relique de Paris 2024 qui siégera à demeure ad vitam aeternam, en haut, dans notre salle d'armes. C'est un bout de la piste finale des Jeux de Paris 2024, le côté où Sarah Balzer a tiré sa finale. Ah oui, c'est incroyable ça. On Pure ira symbolique. le voir, évidemment. On la verra. Merci beaucoup, Timothée. Merci, Célia. Tom, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur ici au SUC Escrime depuis 10 ans. C'est ça. Alors racontez-nous un peu votre job, en quoi est-ce qu'il consiste, parce que vous êtes salarié du club, il me semble. C'est ça, moi je suis en CDI, je suis salarié 35 heures ici. J'ai différentes missions, je suis en charge de la performance. Donc je m'occupe de tout le haut niveau, je m'occupe également de la formation des jeunes. J'interviens également dans les écoles, je fais également du sport adapté. Donc on a multiples facettes, multitâches dans le club. Et comment est-ce que alors vous les préparez, les jeunes, au haut niveau? Parce que c'est quand même une des ambitions du SUC, on le disait avant avec Timothée, de pouvoir ramener des pépites alsaciennes finalement aux Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on prépare des jeunes à ce genre de formation, à ce genre d'exigence aussi? Alors déjà, on les forme, on essaye de leur donner un maximum de motricité, de la préparation physique, on les entraîne de manière à ce qu'ils aient un maximum de capacité, que ce soit sur le plan tactique, technique, physique, qu'ils puissent tout utiliser. Et après, du coup, dans la persévérance, avec les études, pouvoir continuer à travailler, s'entraîner le plus régulièrement possible. On arrive à leur proposer 4-5 séances dans la semaine. Donc ça permet de les préparer et de les entraîner le plus possible pour que s'ils ont envie et s'ils ont les capacités d'accéder au plus haut niveau. Et à quel âge est-ce qu'on peut commencer l'escrime? Alors chez nous au club, on commence à partir de 4 ans et demi. Ah oui, c'est très jeune. Ouais, on fait du baby escrime. Donc là, c'est surtout de la motricité plus que de l'escrime en elle-même, même s'ils pratiquent. Mais voilà, ça reste très simple et surtout de la motricité et l'apprentissage des bases de l'escrime. En tant qu'expert
expert, on va dire. Hein. Comment est-ce que, enfin, pour vous, quelles sont les qualités primordiales pour devenir un bon escrimeur ou une bonne escrimeuse? Alors déjà, il faut énormément de rigueur. C'est un sport qui est difficile. C'est un sport ultra complet, donc il faut absolument avoir de la rigueur, de la discipline. Il faut après des qualités physiques, avoir de l'élasticité, avoir de l'explosivité, beaucoup de relâchement. Donc c'est un sport qui demande énormément de coordination. Donc il faut savoir être relâché, il faut être prêt, être explosif. Donc ça demande beaucoup de qualités physiques. C'est pour ça qu'on fait pas mal de préparation physique aussi. C'est vrai qu'on le voit, il y a quand même beaucoup d'exigences hein, dans ce sport. Comment est-ce qu'on fait alors pour combiner de multiples entraînements dans la semaine, mais en réussissant quand même à avoir un parcours scolaire qui soit correct? Comment on fait tout ça? Alors en fait, nous on propose des entraînements surtout en soirée, dans un premier temps pour des créneaux collectifs. Et derrière, on essaie d'adapter avec les jeunes qui arrivent à avoir un double projet avec leurs études, trouver des créneaux en journée pour qu'ils puissent s'entraîner sur des leçons, sur des séances individuelles. Ici, on fait que du sabre. Et du sabre laser. Et du sabre laser. Ouais, ça, attention. C'est ça. Mais alors, pourquoi faire que du sabre au final? Enfin là, j'ai vu un moment, là, c'est pas un sabre qui traîne par terre là. Si, c'est un sabre. Ah, c'est un sabre, pardon. Ouais, c'est un sabre. Ok, ah oui, on dirait pas. C'est fou, ça ressemble quand même assez au fleuret. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut les distinguer alors Alors en fait, c'est différentes armes qui sont là, par exemple, au niveau du sabre, ça va être au niveau de la coquille. La coquille est complètement arrondie et complètement fermée. On peut le voir, on peut peut-être la prendre. Bien sûr. Comme ça, on peut montrer. Exactement. Donc ici, en fait, on a le sabre, donc on a la coquille qui est complètement fermée. Et le sabre, c'est une arme de taille. Donc c'est une arme où on va toucher avec toute la lame. Ok. Contrairement au fleuret ou à l'épée, où eux, on va toucher que avec la pointe. Que avec la pointe, c'est ça la différence. Donc là, en fait, si je vous touche comme ça va faire le contact et ça va allumer. Exactement. D'accord. C'est ça. Et c'est plus facile, entre guillemets, on peut dire, ou pas du tout? C'est trois armes complètement différentes. Ça a rien on ne peut pas dire que c'est plus facile, plus difficile. C'est vraiment trois armes complètement différentes. Donc c'est pas parce qu'on va être bon au sabre qu'on va être bon au fleuret, en fait. Et c'est quoi le plus dur? Il y en a un plus dur que l'autre ou pas? Ou c'est vraiment selon le profil? Non, c'est vraiment selon les profils. On peut considérer ça comme trois sports différents. Voilà. Au niveau des règles, pour terminer, grosso modo, peut-être parce qu'on l'a pas encore évoqué, peut-être. Bien sûr. Comment ça se passe l'escrime? Comment on marque des points? En fonction de l'arme, c'est différent. On va avoir par exemple à l'épée où c'est les règles les plus simples, c'est le premier qui touche qui a le point. Si les deux touchent, un point chacun. C'est très simple. Au niveau du fleuret et du sabre, c'est des armes de convention. Donc il faut avoir la priorité. Donc la priorité, c'est celui qui attaque en premier. Ok. Et après, si on est attaqué, on doit réussir à se défendre pour récupérer la priorité et à notre tour pouvoir attaquer. Ah oui, il y a cette petite nuance quand même qui est différente. Exactement, c'est pour ça que les arbitres sont très importants aussi. Donc voilà. Et on va en combien de points? Alors, les matchs de poule, c'est en 5 points. Et les matchs de tableau d'élimination, c'est en 15 points. Et les matchs par équipe, en 45. Ça marche. Il y a toute la tenue aussi qu'on met. À chaque fois, ça c'est très important, le masque. Bien sûr. Bien sûr. Ça marche. Je vais voir tout ça. Je vais essayer. Avec grand plaisir. Merci Tom. Voilà, comme ça marche. Sabre, comment ça se passe? Alors déjà pour le tenir c'est un peu particulier parce qu'en fait on ne tire pas comme un marteau, d'accord? Il faut essayer de le tenir comme un stylo, c'est-à-dire avec les doigts qui pincent et qui viennent tenir la poignée de cette façon-là. Très bien en fait, et là tu l'as très parfaitement. Je suis trop forte. Voilà, juste tenir en pinçant en fait bien la poignée et ensuite avec les trois doigts qui viennent juste soutenir pour bien tenir l'arme. D'accord. D'accord, ok, donc ça c'est un sabre de droitier. Et ensuite on va pouvoir se mettre en garde, donc pour se mettre en garde, t'es droitière, pied droit devant, ok, pied gauche en perpendiculaire, d'accord. Et tu vas faire un petit pas vers l'avant, pas trop loin, voilà, et plier les jambes. Ok. Et à ce moment-là, c'est pas, alors là c'est du fleuret. Pour avoir le sabre, il faut avoir la pointe en l'air. Et c'est au dernier moment quand tu vas toucher qu'il va falloir abaisser. Ok. Dans le sabre, c'est pas une arme d'estoc, c'est-à-dire c'est pas une arme où on vient piquer, c'est une arme où on vient trancher. Il faut penser que tu viens de découper ton adversaire. Que j'ai vraiment découpé l'adversaire. C'est ça. Alors juste peut-être pour expliquer, là on est sur une piste, c'est ça? C'est ça, voilà. Et donc comment ça se passe? Il faut pas que je dépasse la piste? Il y a alors, un tu endroit? peux pas aller sur les côtés, non. La fin de piste, là il y a deux plaques qui servent à rien en fait. La fin de piste elle est là. D'accord. Là où il y a les lignes rouges en fait. C'est ça, les lignes rouges. On peut effacer sur celle-là. À côté on les voit mieux. Et en fait le départ, il est là. Ça c'est la ligne de départ pour toi. D'accord. Moi je me mettrai en face. Et ça c'est juste le milieu. Elle est symétrique la piste. Ok. Voilà. Donc après on s'affronte face à face. Et avant de commencer le match, on doit faire le salut, donc on doit rassembler les pieds cette fois-ci. Le salut c'est tout en haut, devant soi et vers le sol. Ok. Et là, on peut mettre les masques, se mettre en garde, donc séparer les pieds. Allez les enfants, vous êtes pas là.
Fléchir les jambes. La pointe en l'air. Et t'es prête? Oui. Allez. Et là, le but du jeu, c'est juste de venir toucher. Il faut aussi que je fasse attention à pas me faire toucher. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ah, tu m'as touché en premier. Bah non, ça touche en même temps. Ah, ça touche en même temps. Ouais, on s'est touché en même temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on est touché en même temps? On va devoir définir qui a raison. Il y a des règles qui s'appellent la convention. C'est les règles qui permettent de savoir qui, en fait, a raison sur la touche. C'est un peu particulier dans l'escrime, c'est qu'il y a, voilà, c'est pas parce qu'on touche en même temps qu'on a le point. Il faut que chacun, on se décide, voilà. Là, par exemple, comme tu as avancé, on considère que tu as attaqué. Et comme tu as attaqué, du coup, c'est toi qui as le point. Ok. Moi, j'ai reculé, donc je me suis même pas défendu en plus. J'ai juste allongé mon bras et essayé de toucher. Donc 1-0 pour moi. C'est ça. Donc, si on veut aller plus loin, cette fois-ci, je vais être un peu plus artificiel, je vais pas le faire. Alors, remets-toi à ta ligne de mise en garde. Ah oui, c'est ça? Allez, tu vas tomber là. Moi, je vais être un peu plus proche cette fois-ci. Je vais t'attaquer à la tête. D'accord? Tu vas te protéger à la tête en faisant la parade, ce qu'on appelle la parade de quinte. C'est celle-là. T'es prête? Ouais. Je vais attaquer. Voilà. Donc là, on voit deux choses. Ça s'appelle une fente. C'est pour attaquer. Et ce que tu fais, c'est une parade. C'est pour te défendre. Après la parade, il faut faire la riposte. Tu vas pouvoir tourner les doigts et me toucher la tête. C'est ça. Ah, j'adore. Ouais. Ok. On refait? Ouais, si tu veux. Hop, à mon tour, je viens d'attaquer. On va reculer plus. Parce que sinon- Allez. Hop là. Jacques dit 2 marches. Ah, tu t'es trompé, t'as fait une retraite. C'est la finale. Vous êtes prêts? Retraite. Jacques a dit 2 marches. Retraite. Jacques a dit marche. Jacques a dit fente. Retraite. Ah, bravo. T'as gagné. Prêt? Allez. Ça, c'était en Italie, à Gênes. Et ça, c'était en Géorgie, à Tbilissi. C'est où avec d'autres Oui, je m'entraîne avec plein d'autres gens. Moi, je m'entraîne avec Sarah Balzer, Cécilia Berder, je ne sais pas si vous voyez, avec Manon à Piti. C'est dans quelle école? Parfois, on a le temps. Tu vois, quand on était aux États-Unis, on a pu visiter parce qu'on est parti un peu plus d'une semaine. Et moi, j'ai fait la compétition seulement sur 2 jours, donc j'ai eu le temps un peu de faire des tours et tout. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît alors dans l'escrime? Bah en fait c'est au début je cherchais un sport individuel vu que j'aime pas les sports d'équipe et après mon frère il m'avait parlé d'escrime vu qu'il adore le sport et du coup j'ai voulu en faire et j'ai bien aimé. T'aimes pas les gens, c'est pour ça que t'aimes pas les sports collectifs? Bah non c'est juste que j'aime pas qu'on me crie dessus si je perds. Le groupe compétition, en fait, c'est intense. On fait des circuits partout et on doit faire parfois 6 tours de circuit. Et après, on doit se mettre face au miroir pour corriger nos gestes, pour qu'on s'habitue à corriger nos gestes. Et après, on tire soit à l'électrique, soit au simple. Et après, on fait les combats. Le week-end dernier, il y avait un combat des 3 lames. Je suis arrivée 7 sur 10. C'était bien, non? Oui. Et avoir vu Sarah Nuccia aujourd'hui, alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu m'as dit de la joie, mais qu'est-ce que ça t'a procuré d'autre, qu'elle soit juste à côté de toi? De l'envie de continuer. Pourquoi faire? Pour être comme elle. C'est un rêve? Oui. Et alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec la championne Sarah Nuccia? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'y ai pensé que c'était très bien et que ça changeait un peu que quand on s'entraînait avec Oira, Tom et tout. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui était différent? Elle était plus marrante. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir une championne en vrai? Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est impressionnant. Toi, tu te dis, t'as envie de faire pareil? Enfin, qu'est-ce que ça procure tout ça comme émotion? La joie? Donc t'étais content? Ouais, Et t'aimerais faire pareil, le même parcours? oui. Alors Sarah Nuccia, bonjour. Vous venez là d'animer une petite séance avec des enfants qui sont issus du club. Donc le club, vous avez commencé aussi en étant petite. Pourquoi c'est important pour vous d'être encore présente ici et pouvoir de transmettre aussi votre savoir à ces enfants? C'est hyper important pour moi de revenir un peu aux bases parfois. Ça me fait très plaisir déjà, j'adore encadrer ce genre de séance avec des enfants, leur partager un petit peu mon parcours, peut-être parfois un peu leur donner un peu envie. Moi c'est vrai qu'aussi quand j'étais plus jeune ici au club et que je revoyais venir les grands champions
champions, Charlotte, Vincent, et j'avais un peu des étoiles dans les yeux. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir transmettre quand j'en ai l'occasion. Ouais. Alors justement, pour parler de votre palmarès, alors il est quand même assez long déjà alors que vous êtes encore jeune. Championne d'Europe individuelle, championne d'Europe par équipe, championne du monde aussi par équipe. Et d'ailleurs, c'était la première fois que les 3 titulaires de l'équipe de France, donc qui combattaient le même jour, sont issus du même club. Donc ici, de ce club-là, le Strasbourg Université Club Escrime. C'est complètement fou quand même de se dire que toutes les 3, en fait, vous êtes alsaciennes et vous êtes championne du monde. C'était assez dingue. C'est vrai que c'était une vraie fierté pour le club, pour la région, pour la ville. C'est connaissant la densité de l'équipe de France, c'est vrai que c'était pas facile à faire, mais non, on en est très fiers, ouais. Et comment est-ce que vous avez commencé l'escrime? Peut-être pour revenir un peu aux bases, vous avez commencé ici? C'est ça, vous aviez quoi, 5 ans? Moi j'ai commencé à 5 ans, à l'âge de 5 ans. Alors c'était pas dans cette salle, elle n'existait pas encore. Oui, elle est toute neuve, c'était cette salle, à l'Esplanade. Ouais. Mais j'ai commencé à l'âge de 5 ans, vraiment par hasard, complètement par hasard. C'était au centre universitaire multisport. Et en fait, moi je traînais un peu dans les couloirs parce que je faisais rien. Et mon frère faisait du judo et une fois j'ai vu l'escrime et je me suis dit, pourquoi pas. Vous avez accroché. Et j'ai voulu essayer, ça m'a intriguée, j'ai demandé à essayer, j'ai pu essayer. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais arrêté. C'était une belle rencontre et je suis contente. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu? Ce qui m'a plu, alors quand j'étais plus jeune, je pense que c'est les jeux, vraiment. Moi, j'ai toujours adoré jouer depuis que je suis toute jeune. Donc là, le fait de devoir un petit peu essayer de toucher l'autre sans que lui me touche, je pense que c'est ça qui m'a vraiment eu. Alors là, on l'a dit, vous avez fait une sacrée carrière. Malheureusement, il y a aussi quelques blessures. Une opération au genou en 2022, quand même une grosse opération. Encore récemment, il y a quelques mois, vous vous êtes fait opérer du poignet. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément tout le temps, mais comment est-ce qu'on fait pour revenir au plus haut niveau, pour se remettre de telles blessures et réussir encore à performer? Alors c'est vrai que c'est pas simple, mais ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Le genou, ça a été très très long. J'ai fait, je pense, j'ai fait une année blanche, clairement. J'ai mis 10 mois avant de revenir à la compétition. Donc c'est vrai que ça a été assez difficile mentalement. Je me suis accrochée, j'ai eu de la chance d'être hyper bien entourée par mes coachs, par tout le staff, les kinés, les préparateurs physiques. Donc c'est vrai que ça a vraiment beaucoup joué. Mon opération du poignet, elle était un peu plus courte. Ça m'a permis quand même de prendre le temps de faire une petite pause parce que la saison avait été très dense. Elle s'était finie en septembre avec les championnats du monde militaire. Et après, c'était une grosse saison, donc ça m'a permis de faire une petite pause et aussi de réfléchir un petit peu à ce que je voulais peut-être modifier un peu dans mon escrime, comment je voulais aussi aborder cette saison et commencer doucement aussi à préparer ce qui était possible de faire pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Ouais. Et vous en avez profité aussi peut-être pour poursuivre vos études, parce qu'il me semble que vous faites aussi des études à côté de votre vie de sportif de haut niveau, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis en dernière année d'école de kiné maintenant. Et c'est vrai que les périodes de blessures sont toujours difficiles en tant que sportive. Mais d'un autre côté, en tant qu'étudiante, ça permet quand même de mettre un petit coup de collier. Donc ça permet toujours d'avoir un certain équilibre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté, l'autre côté avance et ça donne toujours un peu plus de motivation. Un peu de souffle aussi. Et comment vous faites alors pour cumuler les deux? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une scolarité aménagée en quelque sorte ou pas? J'ai de la chance d'avoir une scolarité très aménagée. Déjà, j'étale mes années d'études sur 2 ans. Donc là, moi, je suis donc dans ma dernière année, mais ça fait maintenant 8 ans ou 9 ans que je suis à l'école, sachant que c'est 4 ans à la base. Et ensuite, on a des professeurs aussi qui nous sont dédiés. On a des temps de cours différents des autres. C'est vrai que, par exemple, la semaine dernière, j'avais un cours de 18h à 20h. C'est un peu différent, mais c'est vrai que ça permet de suivre un peu le rythme et de pouvoir avancer à notre rythme, mais d'obtenir ce diplôme. Et donc, vous êtes toujours licencié ici, au SUC, mais vous n'habitez plus ici. C'est toujours vos parents qui vivent en Alsace. Vous habitez où, vous? Moi, j'habite à côté de l'INSEP, dans le 94. Plus pratique, c'est très pratique, évidemment. J'habite à un quart d'heure de la salle d'entraînement, donc c'est le plus simple pour moi. Mes parents habitent toujours en Alsace, exactement, et je suis toujours licenciée au SUC. Ça me tient très à cœur parce que c'est clairement le club qui m'a formée, qui m'a vu grandir. Et je suis contente de pouvoir les représenter sur la scène nationale et internationale. Vous ne vous verrez pas changer de club, en fait? Non, pas du tout. Vraiment, je suis trop attachée. Il y a des gens que je connais ici depuis que j'ai 5 ans, finalement. Donc c'est vrai qu'ils m'ont aidé à grandir, ils m'ont porté, et puis ils m'ont toujours soutenue dans mon projet. Donc non, c'est un peu ma manière de leur rendre ce que je peux. Et vous êtes contente quand vous revenez ici de temps en temps, que ce soit pour des compétitions ou même pour rendre visite à votre ancien club? Peut-être vous revoyez aussi vos entraîneurs qui vous ont formé, s'ils sont toujours là. Ça fait toujours quelque chose, peut-être? Ça me fait toujours plaisir de pouvoir repasser au club. Alors, j'en ai pas l'occasion régulièrement parce que quand je reviens, c'est souvent les week-ends. Mais dès que je peux, comme aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir les petits jeunes, les nouvelles générations.
Si on peut les faire rêver ne serait-ce que quelques instants, moi ça me fait Parce très qu'ils vous voient plaisir. la télé en fait. Voilà, et là, ils vous c'est voient ça. en vrai, ça doit être Je complètement pense fou pour que eux. ça doit être, c'est sympa pour eux et c'est Oui. aussi très sympa pour moi. Ça me change de mon cadre habituel et vraiment j'adore transmettre, partager Vous revoyez la famille aussi. et donc, revoir la après. famille, évidemment. Là, vos prochaines échéances après le mois de mars, qu'est-ce que c'est? Et ben en mars, on a 2 étapes de Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment les échéances qui arrivent à court terme. Il nous restera encore 2 autres Coupes du Monde un peu plus loin dans la saison. Et après, on aura les championnats d'Europe et les championnats du monde Ah oui, tout va fin juillet. s'enchaîner là. Ça s'enchaîne, ça va s'enchaîner, ouais. Les objectifs, c'est quoi? Bah, clairement, les objectifs, c'est championne d'Europe, championne du monde. Individuel par équipe, ça serait génial. Parfait. Bon, on vous le souhaite en tout cas, Sarah. Merci Eh ben, beaucoup. merci à vous. C'est terminé pour ce numéro consacré au SUC Escrime, en espérant que vous avez découvert tout ce club strasbourgeois. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dans nos baskets. À bientôt.